Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'objectifs barreau. Je suis Taklit Boudjetti, je suis professeure de droit civil et je vais envisager aujourd'hui avec vous les clés pour aborder efficacement le cas pratique en droit civil. Dans cette spécialité de droit civil, vous allez avoir un cas pratique. Alors, comment va s'organiser cette petite vidéo de présentation ? Je vais d'abord vous faire une présentation générale de cette épreuve de cas pratique, vous expliquer quelques éléments importants. Qu'est-ce que le cas pratique, comment l'envisager au moment où vous découvrez le sujet, quels sont les éléments à avoir, les attitudes à avoir face au sujet. Ensuite, j'envisagerai dans un deuxième temps, plus spécifiquement, la méthodologie propre au cas pratique. Donc, on va d'abord présenter cette épreuve, comme je vous l'ai dit, de façon globale. Qu'est-ce que cette épreuve de cas pratique et de spécialité ? Vous le savez, la réforme dit que c'est une épreuve destinée à vérifier l'aptitude à résoudre un ou plusieurs cas pratiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout de suite, il faut que vous compreniez que vous êtes la première génération, la première promotion à passer cette réforme du CRPA. Donc, on nous dit un ou plusieurs cas pratiques et c'était envisagé dès le début pour cette épreuve de spécialité. Ça veut dire qu'il peut s'agir soit d'un cas pratique transversal. Qu'est-ce qu'un cas pratique transversal ? Imaginez un grand cas pratique transversal qui aurait des questions concernant les différentes matières du droit civil. Différentes matières qui avaient été abordées, ça veut dire droit des biens, droit de la famille, régime matrimoniaux, droit des sûretés et contrats spéciaux. Alors par exemple, je peux très bien vous raconter une histoire globale, un gros cas pratique, dans lequel je vous dirais qu'il y a un couple qui vit ensemble, comprenez qu'ils ne sont pas mariés, et puis ils vivent dans un appartement, mais en réalité cet appartement ne comporte qu'un bail signé par l'un des deux concubins. Or, ils ont des problèmes avec le propriétaire, des difficultés avec le propriétaire, parce que le propriétaire refuse d'effectuer certains travaux. Il veut, par ailleurs, ce même propriétaire, hypothéquer son bien, mais il vous dit que cet appartement, il le possède en indivision avec d'autres personnes, etc. Vous comprenez, je viens de soulever des mots tels qu'hypothéquer, c'est du droit des sûretés. Tiens, un couple non marié, les concubins, quels sont les droits au logement, plus un contrat de bail. Tiens, ça c'est un contrat spécial, quelles sont les obligations spécifiques du propriétaire, est-ce qu'il y a des obligations de travaux ? L'indivision, je suis en droit des biens, qu'est-ce que l'indivision ? Vous comprenez que, en fait, le droit civil se prête très bien à un cas pratique transversal. Car c'est ça la réalité. En fait, si vous avez un client en tant qu'avocat qui vient vous voir, vous n'allez pas lui dire « Ah non, là, excuse-moi, tu t'es adressé à moi concernant ton contrat de bail. Je ne peux pas t'en dire plus en revanche pour ce qui est de ta relation de couple. Je ne sais pas si vous avez les deux le droit de prétendre à quelque chose ou si seul monsieur qui est le locataire officiel peut faire quelque chose. » C'est ça la consultation, c'est ça le cas pratique. C'est reproduire vos aptitudes de juriste. Ensuite, attention, ça c'est une des hypothèses, ça peut être un cas pratique transversal qui mélange toutes les matières. Ça peut aussi être plusieurs cas pratiques transversaux. Ça peut, de la même façon, être différents petits cas pratiques qui ne concernent que chaque matière. Ce sont toutes les possibilités qui découlent de cette formulation, un ou plusieurs cas pratiques. La dernière que je viens d'envisager, vous dire que ça peut être différents cas relatifs, chacun à une des matières de droit civil, ça veut dire, imaginez un petit cas pratique qui ne raconterait qu'une histoire en droit de la famille, plus un autre qui ne concernerait que les contrats spéciaux, plus un autre qui ne concernerait que les sûretés, et selon moi, l'hypothèse la moins envisageable. Effectivement, la transversalité est quand même davantage attendue, surtout que la réforme a insisté. Et le CNB insiste pour expliquer que cette épreuve et cette réforme de l'examen du CRPA vise à détecter les personnes, les candidats qui ont des aptitudes déjà à la profession d'avocat, qui savent avoir un raisonnement juridique, j'y reviendrai. Donc,
avec ces indices, on peut s'attendre davantage à des cas pratiques transversaux, soit un gros cas pratique transversal, soit 2 ou 3 cas pratiques transversaux quand même. Ça paraît étonnant qu'ils cloisonnent les matières après avoir expliqué qu'ils voulaient absolument des réactions et des comportements de juristes. La deuxième chose à dire, toujours sur cette épreuve, sur cette présentation générale de l'épreuve, c'est que ce qui est recherché, c'est un raisonnement. Effectivement, dans une interview, la présidente de la commission de formation du CNB a précisé que les exercices visaient à repérer les candidats qui ont déjà des aptitudes particulières à la profession d'avocat. Bon, alors ils savent que vous n'êtes pas avocat, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qu'on recherchera, c'est un raisonnement juridique. On veut des étudiants qui raisonnent comme des juristes. On ne veut plus des étudiants qui ont appris par cœur et qui savent répéter par cœur. On veut un raisonnement juridique. Je l'ai répété, je le répéterai encore durant cette vidéo, c'est pour que vous le compreniez. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Est-ce qu'on peut en déduire qu'il y aura des points attribués que pour le raisonnement, quand bien même la solution serait fausse? Probablement. On sait qu'il va y avoir des grilles de correction. On sait qu'il y a des grilles qui sont établies pour tous les EJ, tous les correcteurs, pour qu'ils sachent, voilà, tant de points sur tel élément. On peut penser que ce qui sera privilégié, le raisonnement, c'est ce qu'on dit traditionnellement d'un cas pratique, peu importe que finalement la solution de la toute fin ne soit pas exactement celle qui était envisagée. On peut penser qu'il y aura des points pour les raisonnements. En revanche, attention, pas n'importe quel raisonnement, ça va être très calibré. Il y a une grille de correction. Ça veut dire qu'il y a un raisonnement ou des raisonnements qui sont attendus par vous et pas d'autres. Pourquoi? Parce que le correcteur aura sa grille. Si vous lui dites quelque chose qui ne correspond pas à ce qui était attendu, vous n'aurez pas de points. Voilà pour cette présentation générale. Maintenant, on va passer à quelques conseils pratiques à la découverte du sujet. C'est important. Il est important de savoir comment vous devez réagir lorsque vous avez le sujet et le jour de l'épreuve. Donc cette épreuve de 3 heures. Première chose que vous devez faire, et que je vous impose de faire par pitié, c'est de lire le sujet plusieurs fois. Faites très attention. C'est vrai que ça va aller vite. C'est vrai qu'il y a à parier que cette épreuve sera un peu longue, que le cas pratique sera, ou les cas pratiques seront longs, on le sait. Mais ce n'est pas parce que vous lisez plusieurs fois le sujet à sa découverte que vous perdez du temps. Au contraire, c'est un gain de temps. Et il n'y a que les bons candidats qui savent ça. Ne faites pas attention à ceux qui se précipitent avec stabilo, stylo, crayon, règles, code couleur. Ça ne sert à rien dans un premier temps. Vous lisez le sujet une première fois. Je vous interdis d'avoir un stabilo, un crayon, un stylo. Faites-moi confiance. Cette première lecture vous permet de prendre connaissance du cas, du sujet, des cas peut-être. Vous le savez, le cerveau fonctionne d'une façon un peu étrange parfois et dans la panique, en lisant la première fois, si vous mettez à stabiloter ou à gribouiller tout de suite sur votre sujet, vous risquez, à tort peut-être, de porter toute votre attention sur un seul mot parce qu'il vous fait plaisir, parce que vous l'attendiez. Non, prenez, bras croisés presque ou bras sur la table, une connaissance complète, globale du sujet, au moins une première fois, sans n'avoir rien noté. J'insiste là-dessus, ça paraît être un détail, mais je vous assure que ça sera un gain de temps après. Pourquoi? Ça vous empêche de faire une erreur. Ensuite, vous le lisez une deuxième, troisième fois. Là, je ne vous impose pas, je vous connais, vous brûlerez d'envie dès la deuxième fois de stabiloter. Allez, pourquoi pas? Faites ce que vous avez l'habitude de faire, mais à partir de la deuxième lecture, au minimum. Ensuite, une troisième lecture est imposée aussi, est essentielle aussi. Pourquoi? C'est celle qui vous permet de vérifier que vous avez bien compris les choses. La première, c'est la découverte donc du sujet de façon complètement vierge, sans aucune annotation et de façon globale. La deuxième lecture est une lecture dans laquelle vous allez rechercher les questions, les différentes matières, les différentes thématiques. La troisième lecture est celle qui va vous permettre d'être certain d'avoir bien compris les choses et bien identifier les problèmes. On peut très bien lire une quatrième fois. Alors oui, vous me direz ça va vite, on n'a pas le temps. En réalité, c'est un gain de temps. Parce que si vous découvrez l'un des cas à la fin, ça ne marchera pas. Il faut tout lire
de façon globale. Tout identifier, ça ne veut pas dire passer 3 heures au bouillon, pas du tout, mais identifier les choses. Vous savez, vous êtes prêt, vous savez, et c'est ce qui va vous permettre de découper votre épreuve, de décomposer votre épreuve et de gérer le timing et les 3 heures. En réalité, vous voyez pourquoi c'est un gain de temps sur la suite. Effectivement, il faudra identifier les questions soulevées. Le droit civil est une matière très large, il faudra cerner les différentes situations envisagées. Est-ce que c'est du droit de la famille, des contrats spéciaux, du bail, tout ça sera mélangé. C'est à ça que vous servent vos différentes lectures. Ensuite, il faut, à la lecture et à la façon dont vous allez envisager et aborder l'exercice, il faut être intelligent. Et là, ce n'est pas pour vous vexer que je vous dis ça, je sais que vous êtes tous intelligents, mais c'est dans la façon de lire le sujet qu'il faut être intelligent, dans la façon de l'aborder. Le cas pratique, c'est la mise en application des connaissances, c'est pas une récitation de cours. Donc quand vous allez lire votre cas pratique, lisez-le de cette façon-là, lisez-le en vous disant, je sais qu'on attend de moi la résolution d'un cas, je sais qu'on attend de moi une application concrète, je sais qu'on attend de moi une vision pragmatique, concrète, de juriste, d'avocat, car effectivement, il faut penser consultation. L'examen du CRPA n'est pas un examen de fin de semestre, de validation des acquis. C'est un examen professionnel, je veux que vous le compreniez. Cette réforme, c'est ça ce qu'elle vise. Elle vise le fait de dire, ça va être un examen national et ça va être un examen professionnalisant. Ça veut dire que vous aspirez à devenir avocat. Montrez que vous avez les aptitudes pour être avocat, l'intelligence, la façon d'aborder le cas pratique. C'est ça ce qu'on attend de vous. On attend de vous que vous lisiez le sujet comme en fait un avocat aborderait une véritable consultation. Alors le terme pour cette épreuve de droit civil, cette spécialité, est le terme de cas pratique, car en réalité c'était le terme qui avait été choisi dès le début avant qu'on nous précise que pour la matière d'obligation ça serait une consultation. Mais sachez que les deux termes sont apparemment employés comme équivalent par le CNB. Ça veut dire que le cas pratique est une épreuve de consultation, est une consultation. On a assez insisté là-dessus pour nous dire, on voit dans tous les éléments, les différentes interviews, les différentes notes, que ce qui est attendu, c'est une façon d'appréhender le sujet comme un professionnel. C'est une application des connaissances concrètes. Voilà ce qu'on attend de vous. Ensuite, vous le savez, je ne peux pas vous présenter cette épreuve de cas pratique sans vous donner des conseils de forme et de présentation. Par pitié, je sais que vous pensez que ça ne sert à rien, je sais que vous vous dites « Oh, c'est inutile ». Non, c'est faux. C'est le premier contact avec votre correcteur. Et je sais, ce que vous êtes en train de vous dire là, c'est « Mais elle vient de nous expliquer que c'était une épreuve professionnalisante. Oh là là, pourquoi nous donne-t-on des consignes très scolaire, d'aérer sa copie, de soigner l'orthographe. Mais parce que, chers amis, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'un avocat doit présenter les choses clairement. Un avocat, qu'il rende une consultation ou qu'il plaide un dossier, qu'il rédige des conclusions, a intérêt à avoir des conclusions présentées clairement, a intérêt à avoir quelque chose de clair, de visible, qui tout de suite va séduire son lecteur. Alors soit le juge qu'il va devoir convaincre, soit son client à qui il va devoir expliquer les choses de façon très pédagogique. C'est ça en réalité ce qu'on vous dit. Donc ces conseils de forme et de présentation, vous le comprenez, ils sont essentiels et ils vont absolument de pair avec la définition d'une consultation. Donc la première chose, c'est une présentation claire. Aérez votre copie. Comment aérer sa copie? Ça veut dire en construisant des paragraphes logiques. Vous voyez que la forme sert le fond. Vous allez sauter des lignes, par exemple, entre les différentes étapes du cas pratique. Entre la majeure et la mineure, je saute une ligne. Entre la mineure et la conclusion, je saute une ligne. Pourquoi? Le correcteur voit, c'est concret, il identifie tout de suite ce qui lui est soumis. Ensuite, soignez l'orthographe et la syntaxe et le français. Encore une fois, c'est un examen professionnalisant. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour se dire « Oh, les pauvres, ils ne gèrent pas encore le conditionnel ou le subjonctif ». Non, non, vous ne pouvez pas être avocat si vous ne savez pas vous exprimer. Je vous rappelle que c'est un domaine dans lequel il faut convaincre, dans lequel il faut plaider, dans lequel il faut argumenter.
expliciter. Vous ne pourrez pas accéder à cela si vous n'arrivez pas à vous exprimer correctement. Je vous précise par ailleurs que la réforme dit explicitement pour la note de synthèse qu'elle doit être soignée, qu'il faut faire attention à l'orthographe, à la syntaxe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que eux-mêmes nous disent on va vérifier l'orthographe. Alors c'est pas précisé pour les autres épreuves, mais ça veut dire que c'est implicitement attendu des autres épreuves. Donc, mettez-vous en tête que ça sera pris en compte. Donc tous ceux qui se disent oh là là, moi la syntaxe, je m'en fiche, je suis un bon étudiant, devraient s'intéresser vraiment très rapidement à la syntaxe. Ensuite, il faut bien veiller toujours dans cette présentation et cette forme à employer les bons termes juridiques. Et ça, c'est vraiment le métier de l'avocat. Vous avez tendance, et faites attention, c'est une petite astuce lorsque vous rédigez vos cas pratiques, à employer un terme à la place de l'autre. Et en fait, c'est au moment de vos révisions qu'il faudra apprendre les bons termes. Je vais vous donner quelques petits exemples. Parfois, les étudiants ont l'habitude de dire oui, le contrat est nul, au lieu de dire le contrat doit être, on peut obtenir la résolution du contrat. Résolution et nullité, c'est pas la même chose. Autre chose que j'ai très souvent vu dans les copies, vous dites parfois oui à la signature du contrat. Pour vous, la signature du contrat, c'est la conclusion du contrat. Vous comprenez que juridiquement, ce n'est pas la même chose. La signature, c'est un acte formel. Est-ce qu'il y a besoin de signer tous les contrats? Non, je vous rappelle qu'il y a des contrats solennels, mais qu'il y a des contrats consensuels à côté. Le contrat consensuel n'a pas forcément besoin d'être signé. Attention à ces erreurs de langage qui en fait sont lourdes de conséquences quand on est un juriste. Les mots ont des sens précis. Idem, par exemple, en matière de vente, la délivrance n'est pas la livraison, ce n'est pas la même chose. Donc, employez les bons termes, c'est ce qui vous permettra notamment de ne pas passer trop de temps à rédiger votre cas pratique parce que vous emploierez les bons termes, vous serez concis et précis. Enfin, pensez à organiser votre devoir méthodiquement. Cette organisation peut prendre la forme d'un plan, c'est la question que je vais aborder. Vous nous dites souvent est-ce qu'il faut faire un plan, est-ce qu'il ne faut pas faire un plan. On n'a pas d'éléments là dans la réforme, mais un plan apparent est conseillé. Conseillé surtout parce qu'il va vous aider. Attention, ne pensez pas plan comme pour un commentaire ou une dissertation. Le plan dans le cas pratique, c'est un plan qui vous permet de structurer votre réponse et votre consultation. C'est pas un plan qui doit être en grand 1, grand 2, pas du tout. C'est un plan qui correspond aux différentes questions soulevées par le cas pratique, qui vous permet d'envisager soit la première histoire et puis vous explicitez les choses ensuite. C'est un plan qui vous permet de décomposer votre raisonnement. On s'entraînera, vous aurez des corrigés, vous verrez quel est le plan du cas pratique apparent. Enfin, petite astuce aussi pour organiser votre devoir méthodiquement, sachez qu'en droit civil, très souvent les questions qui vous sont posées sont celles de qualification puis application du régime. Donc il faudra souvent penser à d'abord créer des syllogismes différents par question. Il ne faut pas se contenter d'un seul syllogisme parfois, il faut d'abord qualifier. Tiens, pour la qualification, je vais employer un syllogisme propre que je vais aborder avec vous dans un instant. Ensuite, pour l'application et par exemple, même avant la qualification, pour vérifier si le contrat est valable, par exemple, je vais appliquer un autre syllogisme. Ensuite, je peux appliquer un autre syllogisme pour les effets. Tout ça dans une même question en fait, vous comprenez? Tout ça dans une même historiette. Ça n'a pas de difficulté majeure. Le cas pratique, c'est une consultation, c'est du bon sens. C'est répondre clairement, donc de façon organisée. Avant de dire si tu peux sortir de cette situation, il faut d'abord que je l'ai qualifié. Du bon sens. Si un client vient vous voir et vous dit oui, voilà, j'ai conclu un contrat de bail, je crois que c'est un bail, vous allez d'abord vérifier, est-ce que c'est le bail, est-ce que c'est vraiment un bail, est-ce qu'il est valable, est-ce qu'il y a des conditions de nullité que vous pouvez par exemple soulever. Ça sert à rien de vérifier les exécutions si le contrat est nul. Donc c'est ainsi qu'il faut que vous organisiez votre réponse, en fait exactement comme vous le feriez avec un client. Vous devez d'abord lui expliquer les choses méthodiquement de façon rapide. Voilà pour les conseils de forme et la présentation générale de cette épreuve. Maintenant je vais rentrer dans une partie plus concrète et que vous attendez souvent, c'est la méthodologie du cas pratique, c'est-à-dire la méthodologie concrète, formelle. Une fois que vous avez fini votre lecture du sujet, vous avez appréhendé les choses, comment concrètement je rédige ma copie. Cette méthodologie du cas pratique commence par une première étape qui est le rappel des faits. Alors, ce bref rappel des faits utile doit être qualifié.
il peut prendre différentes formes, ce rappel des faits. Il peut soit intervenir de façon globale au début du cas pratique. Dans un cas, effectivement, quand vous avez un cas pratique qui raconte une histoire avec des questions qui sont liées les unes aux autres. Ça veut dire toutes les questions qui sont soulevées, c'est une grande et même histoire qui concerne les mêmes protagonistes et chaque question engendre une nouvelle question. Dans ce cas-là, vous pouvez faire un bref rappel des faits général, global, pour tous les faits et ensuite faire votre plan. À l'inverse, lorsque vous avez un gros cas pratique, mais que à chaque fois vous identifiez des questions distinctes qui ne sont pas liées les unes aux autres, pas du tout en fait, on peut régler l'une des questions qui n'engendrent pas du tout. Par exemple, on vous dit oui, et d'autre part, Robert a également un appartement pour lequel il est également venu vous consulter, vous comprenez que même si c'est le même protagoniste, ça n'a rien à voir avec la première situation qu'on vous avait soumise. Donc là, vous pouvez faire un rappel des faits au fur et à mesure, un rappel des faits qui serait fait à chaque fois pour chaque question soulevée particulière. Gardez en revanche à l'esprit que cette épreuve va être une épreuve globalement longue, on s'en doute. Souvent vous manquez de temps, donc je ne veux pas que vous perdiez du temps sur le rappel des faits. La plupart du temps, il n'y a pas de point sur le rappel des faits, mais c'est une étape nécessaire. Vous comprenez l'idée, c'est une étape notamment nécessaire parce qu'elle vous permet d'organiser les choses et d'expliquer à votre correcteur, c'est une entrée en matière. Donc, rappel des faits, bref, rapide, qualifié, précis. On passe pas 3 heures dessus, au contraire, c'est vraiment, il faut que ça devienne un automatisme. Et en vous entraînant avec nous, vous verrez, ça deviendra vraiment quelque chose de très formel, de très rapide. La deuxième étape du cas pratique, la deuxième étape de cette méthodologie que vous connaissez, c'est le problème de droit. Ce problème de droit doit être fait sous une forme juridique. Il faut une formulation juridique, pas une formulation factuelle. Vous allez formuler ça. Et c'est d'ailleurs le rappel des faits au passage, c'est la première épreuve qu'on vient de voir, la première étape, le rappel des faits, qui vous a permis de qualifier et qui donc vous permet d'obtenir un problème de droit avec une formulation juridique. Vous comprenez à quoi sert le rappel des faits maintenant. Par exemple, vous dire le preneur peut-il obtenir la résolution du bail. Vous voyez que c'est pas la même chose que de vous dire est-ce que Robert peut rendre l'appartement. Voilà, est-ce qu'il peut obtenir la résolution du bail. Est-ce que l'acheteur peut invoquer la garantie des vices cachés. Ça, c'est une question juridique, c'est une formulation juridique. Et non de vous dire son ordinateur est cassé, il voudrait que son vendeur fasse quelque chose. Vous comprenez ? Ensuite, attention, on vous dit le problème de droit. En réalité, il faudra identifier plusieurs questions. On peut penser qu'il va y avoir différentes questions soulevées et un cas transversal, comme on vient de le voir. Qui dit cas transversal, d'ailleurs, même quand il n'est pas transversal, souvent il y a différentes questions à soulever. Identifier les questions, en fait, ce n'est pas compliqué. Ces questions, c'est votre organisation méthodique. D'abord, il faut qualifier, ensuite il faut vérifier s'il était valable, ensuite je vérifie quels sont les effets, quelles sont les obligations à la charge des parties, ensuite je vérifie quelle est la sanction de l'inexécution. C'est comme ça, en fait, les différentes questions. Alors ça, c'est les questions à l'intérieur d'une même histoire. Vous avez aussi différentes questions qui concernent, par exemple, là, il a un problème avec sa vente. Là, il a aussi un problème avec son appartement. Là, avec son mariage et son divorce. Voilà, vous organisez les choses, vous identifiez les différentes questions. Ensuite, traitez ces questions dans un ordre et dans une présentation cohérente. Vous êtes dans la peau d'un avocat et un avocat décompose de façon rigoureuse en fait. C'est ça en fait le travail de l'avocat, c'est de savoir identifier les questions et de régler chacune d'entre elles parce que le client, la personne, le profane, le non-juriste arrive avec son histoire en bloc et n'arrive pas à voir quelles sont les thématiques. Sinon, s'il arrive à le voir, c'était facile, mais il suffirait d'ouvrir un code et d'appliquer. Qu'est-ce qui fait que vous êtes un juriste? Vous savez identifier les différentes questions, les différents thèmes abordés et décomposer les choses et organiser les choses pour arriver à une solution. Troisième étape du cas pratique, le syllogisme. J'insiste, le syllogisme, c'est la mise en œuvre du raisonnement. Je vous l'ai dit il y a un instant, le raisonnement, c'est l'élément essentiel du cas pratique et de cette réforme. Ils ont insisté pour nous dire que ce qui comptait, c'est un raisonnement. On cherche des candidats qui présentent déjà les aptitudes à la profession. C'est quoi les aptitudes à la profession d'avocat ? C'est raisonner de façon juridique.
Qu'est-ce que le syllogisme? Eh bien, le syllogisme commence par une majeure. Cette majeure doit être précise. Pourquoi? Ce raisonnement, c'est la mise en application de la loi, en fait. Donc votre majeure va se composer, le plus souvent, de la loi, avec un texte. Par exemple, vous commencez par selon l'article 233 du Code civil, le divorce et voilà. Vous devez citer le texte, le fondement légal, le fondement juridique. Qu'est-ce que vous allez mettre en application? Parfois, dans cette majeure, il y aura une jurisprudence de principe. Soit cette jurisprudence de principe s'ajoute au texte de loi que vous venez de citer, soit plus rarement, cette jurisprudence va remplacer, va pallier l'absence de texte. Ça arrive, on sait, il y a des domaines dans lesquels on n'a pas de loi, on a de la jurisprudence. Voilà comment vous faites cette majeure précise, c'est un bloc, c'est solide, c'est construit, j'ai ma règle de droit, j'ai mon fondement légal, mon fondement juridique, mon droit positif. C'est la première étape. Évidemment, la deuxième étape du raisonnement, c'est la mineure. Je viens de faire ma majeure, je saute une ligne, je vais appliquer cette règle de droit. Voilà ce qu'est la mineure. C'est une étape essentielle. C'est vraiment là que vous allez appliquer les faits à l'espèce. Vous comprenez que c'est là qu'on va voir que vous êtes un juriste, c'est là que vous êtes la personne qui sait décortiquer. J'ai le texte brut, je sais l'appliquer aux faits. C'est tout l'intérêt de la profession. Ça va commencer souvent par la phrase en l'espèce, en l'occurrence, le bail a été conclu, vous pouvez, dans cette mineure, vous pouvez appliquer une jurisprudence, mais d'espèce. Vous comprenez? Ça veut dire que vous avez appliqué les faits à l'espèce tout seul, et puis à la toute fin de cette deuxième étape, vous allez dire, d'ailleurs, un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation a rendu une solution en ce sens. Les jurisprudences d'espèce, d'illustration, se trouvent à la fin des mineurs. C'est pas la peine non plus de surcharger. Dernière étape, la conclusion. La conclusion est une étape essentielle du cas pratique. Pourquoi? Vous êtes dans la peau d'un avocat, en fait, c'est la situation qui vous est soumise, vous devez lui apporter une réponse, c'est ça ce qu'on attendait de vous. C'est ça les aptitudes d'avocat qu'on attend, c'est ça ce que la réforme du CRPA attend de vous. Pensez à conclure. Ce n'est pas la même chose, la conclusion d'espèce n'est pas la même chose que la conclusion définitive. Concrètement, quelle va être la situation? Concrètement, si une personne vous a demandé conseil, qu'allez-vous lui dire? Qu'allez-vous lui répondre? Que feriez-vous face à un client qui vous apportait son dossier, qui vous disait je ne sais pas comment faire, qui vous avait expliqué toute sa situation patrimoniale, son long divorce, son problème avec son propriétaire, et puis en plus il a un ordinateur qui est cassé? Vous devez lui proposer des solutions concrètes. Voilà ce que vous devez faire. Voilà pour cette méthodologie du cas pratique en droit civil. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair. Je finirai par vous dire que la meilleure façon de comprendre le cas pratique, c'est de s'y entraîner. Faites les sujets qu'on vous propose, faites-les, allez-y, rédigez-les, mettez-vous en condition d'examen en 3 heures, appliquez cette méthodologie et vous verrez, ça deviendra un exercice. C'est comme ça que vous allez vous démarquer des autres candidats, c'est en vous entraînant et en ayant compris que le cas pratique était un raisonnement logique, une consultation. Ça y est, vous êtes bientôt avocat. Du moins, c'est tout ce que je vous souhaite. Bonne révision et à bientôt pour une prochaine vidéo.